c'est plutôt exceptionnel qu'on fasse une réunion comme ça, ou à l'occasion du lancement d'une nouvelle commission. Alors, au fond, pourquoi une telle commission? Personnellement, j'ai été convaincu, et par les membres qui constituent l'ossature de départ de cette commission, et par de nombreux témoignages extérieurs, au fond, on ne pouvait plus considérer aujourd'hui comme foutaise les nombreuses données, et je mets ce mot entre guillemets, disponibles sur le sujet. Et j'ai été convaincu qu'une société savante, telle la nôtre, était à même, par ses approches, qui sont des approches d'ingénieurs, de porter une analyse sérieuse, sinon définitive, quant aux informations rapportées. Je rappelle, s'il en est besoin, que par nos commissions, nous sommes nécessairement des acteurs de ce que l'on désigne par intelligence économique et stratégique. Et bien évidemment, nous le sommes d'autant plus que nous savons, nos adhérents savent, mettre en commun et valoriser une intelligence collective. Aussi, dans cet esprit, nous pouvons attendre, j'en suis persuadé, des éclairages intéressants de la commission de PAN. La commission 3AF PAN. Notre commission, dont la composition vous a été remise en début de réunion, est composée de personnes déjà très compétentes sur les différents aspects du sujet qui nous concerne, qui, pour certaines, ont déjà travaillé ensemble, pour plusieurs d'entre nous, que nous connaissons depuis plus de 15 ans, qui, retraités pour la plupart, ne font l'objet d'aucune pression et peuvent afficher une totale indépendance intellectuelle. Et surtout, pour moi, dont les qualités humaines assureront un travail efficace, harmonieux, pour lequel l'écoute et la tolérance seront de rigueur et également animées d'une profonde motivation sur cette question. En un mot, une commission avec un véritable esprit d'équipe est pour moi une dream team idéale. C'est ainsi que, sans exaltation et sans complaisance ni concession, notre commission abordera sa tâche avec la plus totale ouverture d'esprit, en n'écartant aucune hypothèse de travail. Nous vous ferons part régulièrement, comme l'a indiqué notre président, de l'avancement de nos travaux via la publication de la lettre 3AF, dont un ou plusieurs exemplaires sont joints au dossier de presse que vous recevrez à l'issue de cette conférence. Un rapport d'étape sera présenté en mars 2010, après 18 mois de fonctionnement, suite naturelle et nous l'espérons significative et positive, des nombreux rapports d'excellente qualité existants, notamment les publications suivantes. La conférence en 1995 à la DRM, dont voici un exemplaire, je peux vous le montrer puisque ce dossier n'est pas classifié. Ensuite, le VSD hors série de juillet 98, édité après 2 ans de gestation. Ensuite, le rapport Cometa, comité d'études approfondies, et d'ailleurs plusieurs personnes de notre commission ont fait partie du Cometa, publié après 4 ans de travail et de réflexion intensive. La décision du président de la 3AF, Michel Scheller, du principe de créer une commission telle que la commission 3AF PAN, s'inscrit dans la continuité de plus de 15 ans de rapports d'études en tout genre, de grande qualité, réalisés en France. Nous sommes donc loin de partir de rien pour aller dans l'inconnu. L'objectif de nos futurs travaux peut être trouvé dans les pages traitant des points les plus marquants de l'excellent livre publié en 2007 sur l'égide d'Yves Sillard, Phénomènes aérospatiaux non identifiés, que voici. En effet, d'après le GIPAN, qui est le groupe d'études d'information de phénomènes aérospatiaux non identifiés dépendant du CNES, Centre national d'études spatiales, pas moins de 6000 témoignages d'observation ont été recueillis par les services de la Gendarmerie nationale, à laquelle il faut rendre hommage pour la qualité de ses travaux, et ce, au cours des 50 dernières années. Et donc je salue ce soir la présence d'un de ses représentants, le commandant Audaly. Parmi ceux-ci, sur ces 6000 témoignages, une catégorie toute particulière est susceptible de concentrer l'attention de notre nouvelle commission.
celles dont les données disponibles, le sérieux des témoins et la qualité des témoignages sont irréfutables, mais ne peuvent recevoir aucune explication valable. Le nombre de cas relevant de cette catégorie se monte à environ 850 observations, posant problème depuis 50 ans. Le 20 décembre 2007, le Japon, par la voix de son ministre de la Défense, Shigeru Ishiba, estime, selon une dépêche de l'AFP, que l'existence des ovnis est plausible et que le Japon veut être prêt en cas d'invasion extraterrestre. 8 mois plus tôt, le 24 février 2007, Paul Hellyer, ex-vice-premier ministre et ancien ministre de la Défense du Canada, déclare dans une interview accordée à la journaliste Paola Harris que pour lui, il n'existait aucun doute sur la réalité du phénomène. Le 13 mai 2008, c'est au tour du père José Gabriel Funes, directeur de l'Observatoire du Vatican, de s'exprimer de la manière suivante. Tout comme il y a une multitude de créatures sur Terre, il pourrait y avoir d'autres êtres intelligents créés par Dieu. Au niveau français, l'accès public au dossier du GEPAM en mars 2007 témoigne d'une ouverture très significative du CNES à destination du grand public. Pour finir, nous mentionnerons que lors des entretiens DGA, Délégation Générale Armement, Sciences et Défense de 1998, et devant 400 personnes réunies à la Cité des Sciences de la Villette, le général Marescot et le colonel Robinet indiquaient que, parmi les scénarios de conflit envisagés dans le PP30, plan de perspective à 30 ans, bien connu de certaines personnes ici, figurait une hypothèse de travail concernant l'invasion de notre planète par des extraterrestres. Et nous n'avons pas parlé de la Russie, ni du Chili, et de l'Espagne, dont nous saluons la présence ce soir, et faisant ressortir la préoccupation d'autres pays pour ce type d'observation. Nous ne manquons pas ce soir l'opportunité qui nous est offerte par votre présence de lancer un appel général à une coopération plus approfondie dans ce domaine si particulier qui nous interpelle tous. D'avance, nous vous en remercions. Je laisse la parole à Jean-Denis. Le terme phénomène aérospatiaux non identifié pourrait s'appliquer à n'importe quel phénomène observable apparaissant dans notre atmosphère. Il suggère en outre que nous ne possédons pas la moindre notion de ce dont il pourrait s'agir. Si c'était le cas, nous ne serions pas assemblés ici ce soir. Par ailleurs, si les incursions que nous allons évoquer demeuraient réellement non identifiées, leur étude serait par définition impossible. Pour illustrer ce propos, reportons-nous vers l'immédiate après-guerre et notons que les sigles que la défense américaine utilisait pour caractériser ou désigner les intrusions qui commençaient à se manifester de façon un peu trop voyante font toute référence à des engins et non pas à de vagues phénomènes. Les documents présentés permettent de conclure que pour l'US Air Force et l'état-major des forces armées américaines, dès 1946, pour le FBI par la suite, il n'a jamais été question de phénomènes aériens, mais bien de véhicules inconnus utilisant pour leur propulsion et leur sustentation une ou des technologies originales. Ces véhicules intervenaient à leur guise dans les espaces aériens des États-Unis et disparaissaient ensuite, éludant toute poursuite, ce qui posait évidemment de multiples problèmes. Loin de manifester un comportement aléatoire, les incursions ont changé de forme en décembre 1948. Elles visitent les zones les plus secrètes des États-Unis, celles où l'arme atomique est conçue, élaborée et stockée. Elles apparaissent souvent comme des météores de couleur verte intense, mais manifestent aussi des comportements étranges. Vitesse beaucoup trop lente, changement de direction, vol stationnaire. L'inquiétude des autorités de l'Atomic Energy Commission est immédiate et se traduit par des conférences, des réunions, des services de sécurité et du renseignement, dûment confirmés par des documents déclassifiés, ainsi que par une étude détaillée, diligentée par Lincoln LaPaz, astrophysicien et ancien mathématicien du Manhattan Project. Au début de l'année 1950, au moment de la rédaction du rapport LaPaz, destiné aux plus hauts fonctionnaires de la défense aux États-Unis, l'existence même des bases surveillées était inconnue du public. Si l'on accepte les installations de Los Alamos, déjà associées au Manhattan Project, la position
les sites de fabrication et de stockage des ogives nucléaires restaient couverts par un secret absolu. En conclusion, un événement est resté absent de ce bref survol. Les maîtres d'œuvre des engins que les témoins observent et que les radars détectent. Dans toutes nos réflexions, il devrait demeurer présent, bien que sous-jacent. Au-delà des détections concrètes indispensables pour asseoir notre conviction, nous vivons, selon moi, depuis l'après-guerre, une aventure inattendue. Un contact indirect avec des visiteurs étrangers à notre civilisation. Le scénario qui semble se dérouler ne paraît pas très différent de la procédure que les astronautes terrestres auraient suivie s'ils avaient découvert, quelque part dans l'espace, une planète habitée. C'est en tout cas celui qui avait préconisé la ronde dans une étude commandée par la NASA. La prudence, la progressivité du contact et le souci de ne pas détruire la civilisation la plus fragile constituaient les éléments les plus significatifs de ce document. Attention, la procédure recommandée concernait le contact éventuel d'une mission américaine avec des indigènes très primitifs. Dans le cas présent, il est à craindre que nous jouions probablement le second rôle. Quoi qu'il en soit, nos hypothétiques visiteurs représentent une donnée très importante du problème que nous abordons. C'est aussi la donnée la plus énigmatique, sans doute plus difficile encore à prendre en compte que la technologie incompréhensible utilisée par les engins observés. J'ai conscience d'avoir concentré, condensé un petit peu une partie très limitée finalement du problème qui va nous concerner. Je pense que dans un premier temps, il sera intéressant pour nous de pouvoir asseoir nos convictions sur des documents, sur une analyse très serrée de documents qui sont tous des documents parfaitement objectifs et des documents qui sont le résultat d'observations réalisées dans l'armée, mais aussi de documents qui sont des réglementations et même des textes de loi. Or, un de mes amis m'a fait remarquer un jour, après avoir lu l'un de ces textes, Janat 146, on ne va pas le nommer, pour moi, ma conviction est faite, parce que vous ne trouverez jamais un législateur pour légiférer sur quelque chose qui n'existe pas. Quand on se pense un peu sur l'histoire de l'aéronautique spatiale, cette fois dans le domaine connu, réfléchissez à moi je le dis tout le temps, mais on va fêter l'année prochaine le centenaire de la traversée de la Manche par Ontario. À l'époque, ça a été un événement absolument extraordinaire, mondialement, un immense coup de tonnerre mondial. Et 60 ans après, 60 ans c'est même pas la durée de vie humaine, on se marché sur la Lune, en premier vol de Concorde. C'est-à-dire que si la technologie est, on a une espèce d'impression d'évolution exponentielle de la technologie au sens le plus large de ce mot, après tout, pourquoi pas, et moi je crois que c'est passionnant d'essayer de réfléchir à des technologies qu'on ne comprend pas. Il y a des cas, il y a un grand nombre de cas, 850 cas qui sont considérés irréfutables, c'est-à-dire que la concordance des observations par plusieurs individus placés à différents endroits, plus les radars, etc., font qu'il y a quelque chose, et parmi tous ces cas, il y en a qui n'ont pas été étudiés en profondeur. Donc, notre but n'est pas d'expliquer ou d'utiliser notre imagination pour deviner qui était dedans, qui les a construits, ça ne peut pas, il n'y a pas de place à l'imagination ou à une explication, mais juste pouvoir dire, là, il y a vraiment eu là un objet qui faisait telle taille, qui est arrivé à telle altitude, qui a pris tant d'accélération dans son virage, etc. Et pouvoir vraiment le dire fermement et clairement, une fois pour toutes, quoi, hein, parce que à ce jour, vous interrogez quelqu'un dans la rue sur les ovnis, bah, vous entendez de tout. Dans le même sens que ce que vient de dire Jean-François, moi j'apprécie beaucoup tous les gens qui ont une attitude scientifique, et en particulier les scientifiques qui ont une véritable attitude scientifique. Parce que sur ce sujet-là, j'ai entendu à de multiples reprises des scientifiques me dire CD, avec un C, ça commence, on va dire, des années. C'est pas une attitude scientifique. Les observations dont nous parlons, ce ne sont pas des gens débiles qui l'ont fait, ce sont des observations réelles. Et donc, le vrai scientifique, il dit voilà, des choses que je ne comprends pas,
je le mets de côté. Dès que j'aurai plus d'informations, dès que j'aurai des moyens ou des outils pour mieux comprendre, je ferai une théorie là-dessus. J'arriverai à expliquer. Donc c'est ça, moi, qui m'intéresse là-dedans. On l'a rappelé, des groupes d'études ont déjà travaillé sur le sujet et elles sont peut-être un peu contentées de dire qu'il y avait des phénomènes aériens qui étaient non identifiés. De mon point de vue, il faut aller un peu au-delà. Et un des travaux de la commission, ça va être de rechercher, parmi tout ce qui a été non identifié, peut-être des invariants, comme l'a rappelé François Delacroix, de façon à avoir une base de données solide qui nous apporte un petit peu d'avancée. Moi, une chose qui m'a toujours attiré l'attention, je vais vous donner juste un mot parce que ça peut être une piste, c'est le fait qu'on repose pour étudier ce type de phénomène sur des observations recueillies d'une façon que je qualifie de passive. C'est-à-dire que les témoignages en général dont on dispose sont ceux des gens, que ce soit les pilotes ou des gens de la rue ou des paysans, n'importe quoi, qui vont spontanément en parler. Ce qui filtre énormément les choses. Alors c'est vrai qu'en France, on bénéficie d'un système avec le CNES qui filtre à travers les rapports tout à fait bien faits de la gendarmerie, mais enfin, on compte sur les gens. D'un point de vue des appareils, c'est la même chose. On se contente de prendre des clichés qui arrivent fortuitement, que des gens ont pu prendre, ou des enregistrements radar que par hasard on a trouvé. Alternativement, on pourrait imaginer des façons beaucoup plus actives de travailler sur le sujet. J'ai pas mal réfléchi à ça, j'ai eu la chance de travailler là-dessus suite à des discussions avec le professeur Heineck il y a fort longtemps, quand je l'avais rencontré chez lui, à savoir, pour ce qui est des témoignages, aller à la pêche active aux dits témoignages, c'est-à-dire aller au-devant des gens, et là on s'aperçoit, lorsqu'on y met les formes qui vont bien, qu'un nombre incroyable de personnes ont vécu ou cru vivre des choses qui relèvent de ce domaine qui sont très intéressantes, et ces gens-là ont généralement d'autant moins parlé qu'ils ont des positions sociales importantes, voire très importantes. Donc on pourrait complètement changer peut-être la statistique de ce que l'on voit.